Alors, donc, ce qu'on va essayer de voir dans ce vidéo, donc, c'est les instructions de branchement. Les instructions de branchement, ce sont des instructions qui permettent ce qu'on appelle d'interrompre l'exécution séquentielle. L'exécution séquentielle, c'est l'exécution par défaut d'un programme, bien sûr, soit dans un langage du haut niveau, soit dans le langage assembleur. L'exécution par défaut, c'est l'exécution instruction par instruction. Une fois donc on termine l'exécution d'une instruction, donc on passe à l'instruction suivante. Par contre, donc les instructions de branchement, donc ça permet de réaliser ce qu'on appelle le saut. Le saut, c'est-à-dire passer à une autre instruction qui se trouve à un autre endroit du programme. Alors donc on a trois types de sauts. Donc on a le saut inconditionnel. Le saut inconditionnel, c'est-à-dire que le saut, donc il ne dépend à aucune condition. Par contre, le saut conditionnel, donc le saut est réalisé lorsqu'on a une condition à vérifier, donc il dépend d'une certaine condition. Le troisième type de saut, c'est le saut, c'est un appel à un sous-programme, un appel à une procédure, donc on va faire le saut vers le corps de cette procédure. Donc on va essayer de détailler chacun de ces sauts. Donc le premier saut, c'est le saut inconditionnel, donc la syntaxe de ce saut est la suivante. Donc avec l'utilisation du mot-clé jump, GMP, et le nom de l'étiquette. Et comme ça, donc on va faire le saut vers cette étiquette. Voilà, donc on a un bloc d'instructions qui précède le saut. Après, donc on a l'appel à ce saut inconditionnel vers une étiquette qui est appelée suite. Et comme ça, donc on va faire ce saut vers cette étiquette. Toujours l'étiquette, donc il a un nom et il suit. Le nom, il est suivi par deux points. Et comme ça, donc ce bloc d'instructions qui est entre l'appel au saut à une étiquette et le nom de cette étiquette. Donc, c'est un bloc d'instructions qui sera jamais exécuté. Alors, un exemple, donc on a une étiquette qui est appelée boucle. Voilà, donc les deux points qui suivent le nom de l'étiquette. Deux instructions, ça c'est le corps de cette boucle. Et après, donc on a l'appel à ce saut inconditionnel vers l'étiquette boucle. Et comme ça, donc on va revenir à boucle. Si vous remarquez, donc ça c'est une boucle infinie. Une petite remarque, c'est que une fois donc on fait appel à jump, c'est-à-dire le saut, le contenu du IP, le IP c'est le registre d'instruction. Voilà, donc il va prendre l'adresse de l'instruction qui suit le saut, c'est-à-dire que voilà, donc on va réaliser un saut vers un autre programme, c'est-à-dire une autre adresse qu'on va mettre dans le IP. Donc le IP sera changé et bien sûr donc c'est une valeur en complément à deux. Le saut conditionnel, donc ça c'est le deuxième type de saut. Le saut conditionnel, donc elle dépend de certaines conditions et cette condition généralement donc elle dépend de ce qu'on appelle des indicateurs, ce sont les flags. Hein. Les indicateurs, donc on a l'indicateur de ZF qui est l'indicateur de 0, on a l'indicateur de contenu CF, on a l'indicateur SF de signe, l'indicateur de débordement et l'indicateur de parité. Parité, c'est-à-dire parité sur 1, le nombre de 1 dans le résultat. Alors donc l'instruction qui dépend du ZF, donc on a le JZ, le JZ suivi d'une étiquette, et comme ça donc on fait le jump, c'est-à-dire le saut, si 0, c'est-à-dire si le ZF égale à 1. Donc si le ZF égale à 1, donc on va faire le saut. Bien sûr, ces indicateurs, donc ils sont marqués après l'exécution de la dernière instruction qui suit le saut, l'appel au saut. Le JNZ, ça c'est le complément de JZ, c'est-à-dire qu'on fait le saut lorsque le ZF égale à 0, c'est-à-dire le résultat est non nul. Le GE, donc c'est l'équivalent de GZ, c'est-à-dire que lorsque égal, donc on fait le saut. Égal, c'est-à-dire les deux opérants, donc ils sont égaux. Hein. Et comme ça, donc le ZF aussi doit être égal à 1. Le GNE, c'est comme le GNZ. Hein. Donc on fait le saut lorsque le ZF égale à 0. Le GC, hein, donc elle dépend du contenu, hein, le bit de retenue. Donc on fait le saut lorsqu'on a un retenu. Le GNC, donc on fait le saut lorsqu'on n'a pas le retenu. Le GS, donc on fait le saut lorsque le SF égale à 1, c'est-à-dire négatif, le résultat est négatif. Le GNS, donc on fait le saut lorsque le SF égale à 0. Le GO, donc on fait le saut lorsqu'on a le débordement, c'est-à-dire OF égale à 1. Le GNO, on fait le saut lorsque on n'a pas le débordement, c'est-à-dire OF égale à 0. Et le GP, hein, donc on fait le saut lorsqu'on a une parité de 1 dans le résultat. Le GNP, donc on fait le saut lorsqu'on n'a pas de parité, c'est-à-dire le nombre de 1 et il est impair. Voilà, donc ça c'est un exemple, bien sûr, de l'utilisation de ce saut conditionnel. Donc, par exemple, ici l'utilisation de GZ. On a un bloc d'instructions qui précède le saut. Après, donc, on a le GZ, hein, c'est-à-dire l'appel au saut en utilisant l'indicateur ZF. Et voilà, donc on fait le saut lorsque le ZF égale à 1. Si le ZF égale à 1, c'est-à-dire le résultat il est nul, on fait le saut vers cette étiquette qui est appelée suite.
Un autre type de saut conditionnel, ce qu'on appelle le saut arithmétique. Et ce saut arithmétique, donc, il dépend des conditions de comparaison. Et comme ça, donc, le saut conditionnel, souvent, donc, elle suit une instruction de comparaison. Hein. Donc, une instruction de comparaison. Donc, on va comparer, par exemple, deux registres AX et BX. Et voilà, donc, on fait le saut hein, lorsqu'on a une égalité, c'est-à-dire hein, les deux registres, donc, ils sont égaux, ou lorsqu'on a, par exemple, le plus grand, etc. Alors, donc, l'appel à ce saut arithmétique, donc, il utilise le G égal. Donc, le G égal, donc, il fait le saut lorsqu'on a une égalité des deux opérands. Le G grand, donc, il fait le saut lorsqu'on a le plus grand. Le GL, donc, il fait le saut lorsqu'on a le plus petit. Et le GNE, donc, on fait le saut lorsqu'on a le différent. Hein. Une petite remarque, c'est que l'utilisation de ce saut arithmétique, elle dépend de l'opérand. Si l'opérand est signé, on a cette syntaxe. Si l'opérand est non signé, c'est-à-dire on utilise tout simplement les nombres positifs, voilà, donc on a une autre syntaxe. La différence, il se trouve tout simplement pour le plus grand et le plus petit. Le plus grand, donc on utilise le GA au lieu de GG, ou le GB au lieu de GL. Un exemple, par exemple ici, donc on va comparer le AX avec BX, et on fait le saut vers supérieur, l'étiquette supérieure. Si le AX est plus grand au BX, donc si on a un AX il est plus grand au BX, on fait le saut ici. Si le plus petit, c'est-à-dire AX est plus petit à BX, on fait le saut vers cette étiquette inférieure. Alors, donc, on va faire l'exemple suivant. Donc, on veut additionner deux nombres signés N1 et N2 qui se trouvent respectivement à l'adresse 1100 et 1101. Donc, le N1 il est à 1100, le N2 il est à 1101. Et si le résultat, il est rangé à l'offset 1102 si il est positif. Le résultat il est rangé à 1103, il est négatif. Et il est rangé à 1104, il est nul. Donc, on a une condition. Bien sûr, concernant le stockage de résultats en fonction de signe de résultat. On va la stocker à 1102 si le résultat est positif. On va la stocker à 1103 si il est négatif. Et on va la stocker à 1104 si il est nul. Alors, l'organigramme pour ce programme, pour bien sûr cet exercice, est le suivant. Voilà, donc le début, donc on a l'addition de N1 plus N2, et après, donc on vérifie le résultat. Si le résultat il est négatif, voilà, donc on va passer par ce chemin, et on va ranger le résultat à 1103, et on va sortir du programme. Sinon, c'est-à-dire le résultat n'est pas négatif, on a deux autres choix. Si le résultat est égal à 0, nul, on va la stocker à 1104. Sinon, c'est-à-dire le résultat il est positif, donc on va la stocker à 1102. Alors, le programme en assembleur qui répond à cet organigramme est le suivant. Voilà, donc on va faire un transfert avec le move. Dans AL, donc on va mettre le contenu de l'adresse 1100, c'est-à-dire le N1. Après, donc on va additionner le AL, c'est-à-dire qu'on a le N1, et avec le 1101, c'est-à-dire le N2. Et le résultat, donc, il est mis dans AL. Après, donc, on va tester le AL, hein, c'est-à-dire la dernière instruction. GS, c'est-à-dire si on a bien sûr, donc une fois on fait l'addition, donc on va marquer les retenues, on va marquer les indicateurs, hein, le CF, le ZF, le SF, hein, donc en fonction de ce qu'on veut. Alors donc on va appeler le saut conditionnel GS, et bien sûr le GS, donc il va prendre en charge le SF, c'est-à-dire qu'on va faire le saut si le SF égale à 1. Le SF égale à 1, c'est-à-dire négatif. Hein, le résultat il est négatif. Donc si le résultat il est négatif, donc on va passer à l'étiquette négative, hein, c'est-à-dire ici. Qu'est-ce qu'on a dans cette étiquette? Donc, on va faire le transfert vers 1103 du résultat. Hein. Donc, le résultat, on va la stocker à 1103. C'est-à-dire que si le résultat est négatif, donc on va passer par ce chemin et le résultat, il est stocké à 1103. Sinon, donc si le SF égale à 0, donc on va passer à l'instruction suivante. Qu'est-ce qu'on a dans cette instruction? On a un saut en utilisant le GZ. Hein. Le GZ, c'est-à-dire on va utiliser le ZF et on va faire le saut lorsque le ZF égale à 0, c'est-à-dire lorsqu'on a le résultat et le nul. Hein. Et comme ça, donc on va passer à cette étiquette nulle. Qu'est-ce qu'on a dans cette étiquette nulle? Donc on va passer à cette étiquette. Et qu'est-ce qu'on a dans cette étiquette? Donc on va stocker le résultat dans AL, donc on va la stocker dans 1104. Donc on va revenir à l'organigramme. Voilà, donc si le résultat il est nul, hein, donc on va passer par ce chemin oui, et le résultat il est stocké à 1104. Sinon, hein, donc on va passer à l'instruction suivante. Qu'est-ce qu'on a dans cette instruction? Donc on va stocker le résultat à 1102, c'est-à-dire hein, elle n'est pas négative, elle n'est pas nulle, donc elle est positive, donc on va la stocker. Donc on va passer par ce chemin et on va la stocker à 1102. Voilà, donc ça c'est le programme, bien sûr, qui utilise ces indicateurs. Et on a trois sauts, hein, le GS, le GZ et voilà, donc
l'exécution de lorsqu'on a le positif. La notion de boucle loop, hein, donc l'assembleur, donc il vous permet bien sûr d'utiliser quelques mots-clés qui permettent de simuler un petit peu le travail des boucles. Et cette syntaxe loop ou loop Z ou loop NZ, hein, donc elle utilise un compteur, bien sûr le compteur CX, le registre compteur, bien sûr pour réaliser le saut. Et comme ça, donc la syntaxe de cette boucle loop, donc on fait le saut vers étiquette. Lorsque le compteur CX est différent de 0. Bien sûr, automatiquement, le CX est décrémenté et on va faire le saut lorsque le CX est différent de 0. Hein. Sinon, donc, on passe à l'instruction suivante. Alors, donc, on peut bien sûr proposer la syntaxe suivante. Donc, on a une étiquette, par exemple, 2 points. Après, donc, on a le bloc d'instruction et on a loop étiquette. Alors, bien sûr, donc une fois on appelle loop étiquette, donc on va faire le saut vers cette étiquette lorsque la condition suivante, c'est-à-dire un CX, elle est différente de 0. Sinon, donc on passe à l'exécution de, bien sûr, des instructions suivantes. Loop Z. Donc, loop Z, donc on a par exemple une étiquette. Donc, on a une étiquette, le bloc d'instruction, et après, donc on a l'appel à loop Z. Loop Z, donc il a bien sûr l'utilisation, donc il va utiliser 2 conditions. La première condition, donc elle est sur CX, doit être toujours non nul. Deuxième condition, donc il va utiliser bien sûr le ZF. Et on fait le saut lorsque le ZF il est égal à 1, c'est-à-dire le résultat elle est nulle. C'est-à-dire le résultat de la dernière instruction qui suit le saut. Troisième boucle, donc c'est la boucle NZ, loop NZ. Voilà, donc on a une étiquette, on a le bloc d'instruction, et après donc on a l'appel loop NZ à cette étiquette. Et bien sûr, donc on fait le saut toujours lorsque le CX est différent de 0, ou bien sûr, hein, et cette condition ZF doit être, donc ZF doit être égal à 0. Donc c'est pas le différent, c'est égal à 0. Donc c'est le complément de loop Z. Hein. Loop Z, c'est bien sûr le complément de loop NZ. Donc ici on fait le saut lorsque le ZF est égal à 1, ici on fait le saut lorsque le ZF est égal à 0. Troisième type de branchement, c'est le saut, c'est l'appel à un sous-programme. Et voilà, donc l'utilisation des sous-programmes, donc c'est comme avec les langages du haut niveau, donc le sous-programme ou une procédure, ça permet d'éviter la répétition d'un certain bloc d'instructions qui est appelé plusieurs fois dans un programme. Et comme ça, donc pour éviter cette répétition, donc on va mettre ce bloc d'instructions dans une structure qui est appelée une procédure ou un sous-programme. Et à chaque fois, donc on a besoin de ce bloc d'instructions, donc on va faire appel à cette procédure. Alors donc sous la syntaxe de l'assembleur, pour créer un sous-programme ou une procédure, voilà, donc on a le nom de la procédure. C'est une étiquette, hein, donc c'est un nom de la procédure, suivi du mot-clé proc. Hein, et après, donc, on a un bloc d'instruction, le corps du sous-programme. Et une fois donc on termine le sous-programme, donc on a le mot-clé RET, retourne, qui permet de retourner, de faire un retour au programme principal. Et bien sûr, le corps de cette procédure, donc il se termine par un N2P, précédé par le nom de la procédure. Donc ça, c'est la syntaxe pour créer une procédure. On distingue 2 types de procédures. Une procédure qui se trouve dans le même segment du code, hein, et comme ça, donc la déclaration de la procédure, donc, qui se fait de la manière suivante, donc le nom de la procédure, suivi du mot-clé proc, et on a le NIR. Le NIR, ça signifie que la procédure, donc, ou le corps de la procédure, il se trouve dans le même segment de code. Si la procédure, donc, il se trouve dans un autre segment, hein, voilà, donc on va déclarer la procédure avec le type phare. Hein. Et par défaut, c'est le NIR, c'est-à-dire que si on déclare la procédure comme ça, donc le nom de la procédure proc, sans bien sûr ni le NIR ni le phare, c'est-à-dire par défaut, donc la procédure, donc il se trouve dans le même segment code. L'appel à un sous-programme, l'appel à une procédure. Donc, l'appel à une procédure, donc, il se fait par le mot-clé call, hein, suivi du nom de la procédure. Voilà, donc ça, c'est un schéma d'un appel à une procédure. Voilà, donc on a un bloc d'instructions qui précède l'appel. L'appel à un sous-programme, et bien sûr, lorsqu'on va faire appel, donc on va réaliser le saut. Le saut, bien sûr, vers le corps de cette procédure. Et ça, ce sont les instructions qui suivent l'appel.
Voilà, donc comme on a mentionné dans le premier diapo, donc lorsqu'on fait le saut, on a un changement de IP, du contenu du IP, c'est-à-dire le registre d'instruction qui va pointer maintenant vers la première instruction de ce programme. Une fois donc on termine ce programme, donc avec l'appel ARET, hein, le retour, et voilà donc l'instruction suivant l'appel donc doit être exécutée. Hein. C'est-à-dire une fois donc on termine l'appel, donc on a le call, le nom de la procédure. Une fois donc on termine l'appel, on revient à l'instruction suivante. Donc l'instruction suivante qui doit être exécutée. Et bien sûr, donc le IP, donc il va pointer vers cette instruction. Donc toujours le IP, il contient l'adresse de l'instruction à exécuter. Alors, donc ça, c'est un schéma qui explique un petit peu ce travail. Voilà, donc on a un programme principal, hein, donc on exécute le programme. Une fois donc on arrive à un appel à une procédure. Alors, le langage, donc, ce qu'il va faire, donc, il va essayer bien sûr, de sauvegarder l'adresse de l'instruction suivante, c'est-à-dire qui suit l'appel, dans une pile. Donc, ça, il est stocké dans une pile. Donc, on va essayer d'expliquer le fonctionnement de la pile par la suite. Et après, donc, le IP, il va pointer vers la première instruction de ce sous-programme. Hein. Donc, le IP, il va pointer vers cette instruction. Et comme vous remarquez, donc, on a une différence au niveau du contenu de IP, c'est-à-dire que le corps de ce sous-programme, donc, il se trouve à un autre endroit, bien sûr, du code source. Hein. Donc, ici, on parle de 1000H. Par contre, le sous-programme, donc, il se trouve à un autre endroit, 2000H, hein, en hexadécimal. Voilà, donc ça, c'est le corps, bien sûr, de la procédure. Hein. Et ici, donc ça, c'est la fin de la procédure. Donc, une fois donc, on arrive à la fin de la procédure, et on a une instruction retour. Et bien sûr, l'instruction retour, donc, il permet de revenir hein, au programme principal. Une fois donc, on a appelé cette instruction, le IP, il va charger l'adresse de l'instruction suivante. Hein, c'est-à-dire qu'il va dépiler la pile et on va mettre bien sûr dans le IP l'adresse de l'instruction suivante pour continuer l'exécution de ce programme. Un petit rappel sur le fonctionnement de la pile. Donc, vous connaissez que la pile, c'est une structure qui fonctionne en mode LIFO. LIFO, c'est-à-dire last in, first out. Le dernier entré, c'est le premier servi. Et deux opérations qu'on peut faire avec la pile. Donc, on fait l'empilement. L'empilement, c'est-à-dire de stocker la donnée au niveau de la pile. Et bien sûr, donc, la donnée, donc, elle est sur 2 cases mémoire, c'est-à-dire 16 bits. Et dépiler, c'est-à-dire retirer la donnée au niveau de la pile. Hein, donc, et bien sûr, donc, lorsqu'on fait l'empilement, le sommet de la pile, donc, il va changer. Et avec l'empilement, donc le SP qui reçoit SP-2, donc on a une décrémentation par 2 cases de la pile. Avec l'empilement, donc on a une incrémentation bien sûr, ça c'est bien sûr pour l'empilement. Le dépilement, donc on a une incrémentation par 2 de la pile. Pour la simple raison, donc le sens, bien sûr, de croissance des adresses, donc il est vers le haut. Hein. Bien sûr, la pile, donc, il se trouve dans un segment SS, hein, donc le segment pile. Et parfois, donc, on peut trouver, bien sûr, lorsqu'on n'a pas déclaré un segment pile dans le programme, donc on va trouver la pile dans le même segment code. Hein. C'est-à-dire qu'on va utiliser des cases mémoire, bien sûr, de segments code pour stocker des piles, comme ça, des petites parties au niveau de la mémoire pour stocker les paramètres, par exemple, le contenu du registre IP lorsqu'on a des sauts à réaliser dans le même segment code. Et comme ça, donc, la pile et le code, donc, ils seront, bien sûr, en deux sens complémentaires. Et comme ça, donc, on va remarquer, donc, on a le sens de croissance du programme vers le haut et la pile, donc, elle est vers le bas. Hein, donc, pour ne pas, bien sûr, avoir une certaine interférence entre les deux. Alors, la pile, donc, c'est, comme on a dit, donc, c'est une structure qui, bien sûr, hein, qui contient normalement les données qu'on risque de perdre lorsqu'on a des sauts à réaliser. Et comme ça, donc, ce qu'on va mettre dans la pile, donc, ce sont le contenu des registres
par exemple, tels que le registre IP, les paramètres d'un certain programme, ce programme à appeler, etc. Et voilà, donc on a déjà parlé de l'incrémentation et décrémentation, ce sont les deux opérations qu'on peut faire avec la pile. Une autre remarque importante, c'est que la pile, elle est gérée par deux registres. Le premier registre, c'est le BP. Le BP, c'est la base de la pile. Le contenu de BP, donc normalement, lorsqu'on utilise une pile, donc le BP, donc il est fixe. Et le SP qui va changer avec l'incrémentation, avec l'empilement et le dépilement. Donc normalement, le SP, donc il va pointer vers le sommet de la pile. Hein. Et voilà, donc ce sont les deux registres qui permettent de gérer la pile. Deuxième chose, c'est que le BP, c'est un registre qui permet de gérer les paramètres qui sont à l'intérieur de la pile. C'est-à-dire que lorsqu'on veut pointer à l'intérieur de la pile, c'est le BP qui sera utilisé. Par contre, le SP, c'est le registre qui va être varié, qui sera modifié en fonction de l'empilement et le dépilement. Et voilà donc aussi donc une autre remarque très importante lorsqu'on utilise la pile, c'est que lorsqu'on a un saut à réaliser, c'est-à-dire lorsqu'on va faire l'empilement, l'adresse IP doit être empilée pour ne pas perdre l'adresse de l'instruction suivante. Donc une fois on termine l'exécution de la procédure. Et une fois donc on termine bien sûr l'exécution de la procédure. Donc, on va retirer et bien sûr récupérer l'adresse IP pour essayer d'exécuter et revenir au programme principal. Ah, donc, ça, c'est ce qu'on a dit avant. Alors, donc, on va essayer de faire un petit exemple avec l'utilisation de la pile. Donc, on va essayer de créer une procédure. La procédure, donc, il va faire la somme de deux nombres et il va retourner le résultat. Et comme ça, donc, le registre qui va être utilisé au niveau de la somme, c'est le registre AX. Alors, le programme est le suivant. Voilà, donc ça, c'est un petit schéma qui explique un petit peu la gestion de la pile. Donc, ça, c'est l'état bien sûr, de la pile avant l'appel à la procédure. Et ça, c'est après l'appel à la procédure. Hein. Donc, et ça, c'est lorsqu'on termine l'exécution de la procédure et bien sûr lors du dépilement. Alors, on va essayer de faire l'exécution de ce programme étape par étape. Donc, je vais essayer de faire un petit schéma qui explique un petit peu le travail de la pile. Donc, ça, c'est segment pile. Hein. C'est le SS, la pile. Bien sûr, donc ça, c'est le sens de croissement des adresses. Donc, il est vers le haut. Donc, par exemple, ici, on a les FF. Segment pile, donc la taille d'un segment, comme on a déjà expliqué, c'est 64 kilooctets par défaut. Voilà, donc ça, c'est la base de la pile. Donc, on suppose qu'on a ici le BP, la base de la pile. Et bien sûr, lorsqu'on a une pile vide, le sommet, c'est BP. Donc, le SP égale à BP. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce programme? Donc, le programme principal est le suivant. Donc, ça, c'est le programme principal. Et ça, c'est la procédure SOM. Hein. Procédure SOM, donc, bien sûr, elle est déclarée de cette manière. Hein. Donc, un SOM, donc ça, c'est le nom de la procédure. Le mot-clé proc. Hein. Alors, le programme principal est le suivant. Donc, on va faire un transfert de la valeur 200 vers AX. Et après, donc, on va empiler. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est la création d'une procédure qui va faire la somme. Et comme j'ai dit, donc, les paramètres qui sont les deux opérants de cette opération somme, hein, donc, on va les empiler. C'est-à-dire, dans ce qu'on va faire, hein, donc ça, c'est la procédure somme. Hein, donc, c'est la somme de A et B. Alors, les deux paramètres A et B, donc on va bien sûr les empiler. Donc, ça, ce sont les paramètres de la pile, les paramètres de la procédure. Et ces paramètres, donc, on va les empiler, bien sûr, pour les utiliser avec cette procédure SOM. Alors, donc, on va empiler le AX, c'est-à-dire on va empiler le 200. Donc, on va bien sûr faire l'empilement. Donc, ça, c'est la valeur 200. Et bien sûr, lorsqu'on fait l'empilement, ce sont deux cases mémoire qu'on va utiliser. Et comme ça, le SP, donc, il sera modifié. Donc, un SP qui reçoit SP-2. Après, donc, on va mettre 300 dans AX et on va empiler le AX, c'est-à-dire qu'on va empiler le 300. La même chose, un SP qui reçoit SP-2. Après, donc, on fait appel à la méthode, à la procédure SOM. Donc, une fois qu'on fait appel, donc on va stocker le IP. Donc, une fois on fait l'appel, on va stocker, bien sûr, le IP. Et bien sûr, le IP aussi, donc, il est sur deux cases mémoire. Et SP
qui reçoit SP-2. Alors, pourquoi stocker le IP? Parce que, bien sûr, une fois on fait l'appel, le langage, donc, il va faire le saut à cette procédure qui peut-être elle est dans un autre endroit de la mémoire pour essayer d'exécuter les instructions de ce sous-programme, de cette procédure. Et comme ça, donc, on va prendre l'instruction, le IP, donc il va pointer vers cette instruction, la première instruction de ce programme. Et comme ça, donc, on va perdre, bien sûr, hein, l'adresse de l'instruction suivante, donc le programme principal. Bien sûr, donc, c'est une adresse qu'on doit récupérer une fois donc, on termine l'exécution de la procédure. Voilà, donc après le IP, donc après bien sûr l'appel, donc on va stocker le BP, hein, donc on va mettre bien sûr cette adresse BP, donc doit être stockée aussi, avec un SP qui reçoit SP-2. Alors pourquoi le BP? Donc pourquoi on va empiler le BP? Parce que le BP par la suite donc il va être pointé, donc il va pointer à l'intérieur de la pile pour bien sûr essayer de récupérer les paramètres de cette procédure. Et comme ça donc on va perdre, si on ne va pas bien sûr enregistrer la base de la pile dans cette pile, on va perdre ce début de la pile, hein, donc on va la perdre. Et comme ça donc on doit sauvegarder la base de la pile, c'est-à-dire le début de la pile, bien sûr dans un endroit de la pile pour ne pas perdre cette base parce que le BP par la suite il va pointer à l'intérieur, hein. On va essayer de voir ça, donc ça c'est une règle importante, c'est que le registre qui permet de pointer à l'intérieur du segment pile c'est le registre BP, donc il n'y a pas un autre registre qui pointe à l'intérieur de la pile, hein. Donc c'est un registre index à l'intérieur du segment pile. Après, donc, on va mettre le BP ici, hein, donc un BP qui reçoit SP, hein, donc BP, move BP, donc on va mettre dans le BP SP, hein, donc un BP qui reçoit SP, donc il va pointer vers le sommet de la pile, hein, donc ce registre index à l'intérieur de la pile, donc il va pointer bien sûr le sommet de la pile. Après, donc on va essayer de sommer en utilisant le AX, donc on va sommer 300 plus 200. Alors, ça c'est BP, le nouveau BP. Ça, c'est BP plus 2, parce que le sens du croissant, il est vers le haut. BP plus 2. Ça, c'est BP plus 4. Et ça, c'est BP plus 6. Alors, les deux paramètres qu'on va essayer de sommer, ils se trouvent à BP plus 4, parce qu'on va utiliser le BP pour faire l'index à l'intérieur de la pile. Donc, le paramètre 300, hein, le premier opérand, donc, il se trouve à BP plus 4. Et le deuxième opérand 200, donc, il se trouve à BP plus 6. Et comme ça, donc, on va sommer le BP plus 4 et le BP plus 6. Donc, ce qu'on a fait ici, hein, donc on va faire un transfert dans le AX BP plus 4, BP plus 4, c'est-à-dire le 300, et on va le sommer avec un BP plus 6 qui est le 200. Et comme ça, donc le résultat, elle est dans AX. Ce qu'on va récupérer dans AX, c'est le résultat après l'exécution de cette opération. Voilà, donc ça, c'est une opération en utilisant la pile, hein, une procédure, bien sûr, somme, hein, qui va faire la somme de A et B, c'est-à-dire les deux paramètres qui se trouvent à l'intérieur de la pile. Donc, une fois on a fait, bien sûr, cette opération, donc on doit essayer de libérer et revenir au programme principal. Alors, donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de récupérer la base de la pile, hein, donc un port BP, hein, donc on va dépiler le BP, hein. Après, donc on va, bien sûr, une fois donc on fait un RET, c'est-à-dire qu'on va dépiler le IP, hein, donc on va récupérer le IP. Qu'est-ce qu'on a dans le IP? C'est l'adresse de l'instruction suivante, donc le IP ici. Donc on va récupérer l'adresse de cette instruction qui suit l'appel. Et après, donc ce chiffre-là, donc ça c'est le nombre d'octets. Le nombre d'octets à dépiler. Et ce nombre d'octets, normalement, c'est le nombre de paramètres, hein. C'est le nombre d'octets, bien sûr, qu'on a empilé dans la pile, hein. Donc ici, on a, bien sûr, AX, il est sur 2 octets. La même chose ici, donc on a empilé 2 octets, donc on va, bien sûr, dépiler 4 octets. Donc le nombre 4, c'est le 4 octets qu'on a dans la pile qu'on va dépiler avant de revenir au programme principal. Donc ça, c'est l'explication de cet exemple. La dernière partie dans ce vidéo, donc c'est concernant les interruptions. Donc la notion d'interruption, donc ce sont des instructions très importantes qui permettent bien sûr d'interrompre la communication entre le microprocesseur et la mémoire pour faire, hein, d'autres types de communication avec d'autres composants et surtout les composants avec les périphériques. Et bien sûr, lorsqu'on parle de périphériques, ce sont les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie, tels que le clavier, l'écran, etc., la souris, communication avec le réseau, etc. Alors, on distingue deux types d'interruptions. Donc, on a des interruptions matérielles et des interruptions logicielles. Les interruptions matérielles, donc, ce sont des interruptions qui sont appelées par le matériel de l'ordinateur.
ce sont des interruptions qui ne sont pas programmées, donc qui sont, comme j'ai dit, donc appelées par le matériel de l'ordinateur. Par contre, les interruptions logicielles, ce sont des interruptions qui sont appelées par un programme de l'utilisateur. Et ce sont les interruptions qui nous intéressent, bien sûr, dans cette partie. Alors, les interruptions matérielles, donc on a bien sûr trois registres ou trois broches qui permettent de faire appel à ces interruptions. On a le inter, donc c'est l'interruption qui n'est pas obligatoire. Hein, c'est-à-dire que cette interruption, soit il est accepté, soit non accepté par le microprocesseur. L'interruption NMI, c'est une interruption obligatoire, c'est-à-dire que le microprocesseur, nécessairement, donc, il va exécuter cette interruption. Et surtout, ce genre d'interruptions, ce sont des interruptions qui permettent de résoudre les problèmes de blocage, etc. Et le INTA, donc ça, c'est le registre qui permet de répondre à cette interruption non obligatoire, soit par l'acceptation, soit par le refus. Deuxième type d'interruption, ce sont les interruptions logicielles. Et ces interruptions, donc, ils sont appelées par la syntaxe suivante, INT, appel à l'interruption. Et voilà donc un certain numéro qui, bien sûr, qui est donné par cet opérant type. Et ce numéro, donc, il est entre le 0, donc les 256, c'est-à-dire sur 2 octets. Hein. Et voilà, donc, les interruptions, donc, il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez bien sûr consulter l'Internet pour voir les différents types d'interruptions. L'interruption la plus utilisée, c'est l'interruption mode DOS. Hein, l'interruption mode DOS qui permet bien sûr d'exécuter le système d'exploitation DOS pour réaliser une communication avec le clavier, avec la souris ou avec l'écran pour faire l'affichage ou pour faire la saisie. Et pour appeler le mode DOS pour exécuter cette interruption, cette communication avec les périphériques, donc on a l'utilisation à la valeur 21 en hexadécimal. Alors, donc, cette interruption, donc, il nous permet bien sûr de faire de l'affichage sur l'écran. Donc, il nous permet de faire de la saisie en utilisant le clavier. Donc, il nous permet de gérer bien sûr la date, l'heure et d'autres fonctions. Et bien sûr, donc, chaque interruption, donc, il permet de gérer un ensemble de fonctions. Donc, ce sont des valeurs qui permettent bien sûr d'appeler une certaine interruption. Donc, on verra ça par la suite. Par exemple, pour faire l'affichage sur l'écran, l'affichage d'un caractère, on l'a déjà vu donc à travers un exercice FLETD. Donc le numéro de la fonction qui permet l'affichage d'un caractère, c'est le numéro 02 en hexadécimal. Et ce numéro de fonction donc doit être mis dans le AH. Hein. Donc je crois que je l'ai déjà appelé dans ce diapo précédent. Donc pour faire bien sûr l'exécution d'une interruption, donc on utilise le registre AH et le registre AH donc qui permet de contenir le numéro de la fonction. Bien sûr, de cette interruption. Hein. Donc, est-ce que c'est un affichage d'un caractère ou d'une chaîne? Est-ce que c'est une saisie d'un caractère ou d'une chaîne de caractères, etc. Et ça, c'est en fonction, bien sûr, d'un certain numéro de fonctions qu'on doit le trouver dans le AH. Après, donc, on a bien sûr, une certaine entrée à gérer. Une entrée à gérer, c'est-à-dire, soit c'est un affichage d'un caractère ou d'une chaîne qu'on doit le récupérer dans le DL ou dans le DX, soit c'est un résultat qu'on doit le récupérer après un certain saisie. Et bien sûr, le résultat, généralement, donc, il est dans AX ou dans AS, en fonction de ce qu'on a comme résultat. Voilà, donc, par exemple, ici, pour l'affichage d'un caractère, le numéro de la fonction, c'est 02. Le caractère doit être, bien sûr, figuré dans le registre TL. Bien sûr, comme le A il est sur un octet, donc on va utiliser l'octet du poids faible de DX et appeler l'interruption 21. Pour faire l'affichage d'un message, par exemple, le message, donc c'est un Hello World. Hein, voilà, donc on va appeler le numéro de la fonction 09 et on va mettre dans le DX l'adresse de début de message, hein, en offset message, on l'a déjà vu, et appeler l'interruption 21 qui est l'interruption mode DOS. Pour faire la saisie d'un caractère avec écho, c'est-à-dire que la saisie donc il s'affiche sur l'écran. Voilà, donc on va mettre le numéro de la fonction 01 dans AH et appeler l'interruption 21. Et le caractère donc il est stocké dans AL, toujours. Hein. À notre saisie, c'est sans écho, c'est-à-dire la saisie donc il n'est pas affiché. Donc on utilise le numéro de fonction 08 et voilà donc appeler l'interruption 21. Et toujours le caractère saisi donc il est mis dans AL. Lorsqu'on va faire la saisie d'une chaîne de caractères, donc on verra ça dans le prochain TP, donc on va mettre dans le AL le numéro de fonction 10H, 10 en hexadécimal. Ça, c'est pour la saisie d'une chaîne. Hein. Et pour faire la saisie, donc on a notre, bien sûr, instruction à appeler, c'est LEA. LEA, donc on a deux opérands, c'est-à-dire la chaîne saisie, donc il est bien sûr stocké dans le DX, donc le DX, donc il va pointer à l'offset de la chaîne.
l'adresse bien sûr du premier caractère de la chaîne, et aussi donc l'appel à l'opérand, c'est-à-dire la chaîne saisie, donc il est stocké au niveau de cette partie, au niveau de la mémoire chaîne. Hein. Et une autre remarque, c'est que le premier caractère saisi, donc il va stocker à chaîne plus 2. Chaîne plus 2, c'est-à-dire la troisième case mémoire qui va stocker le premier caractère stocké, saisi au niveau du clavier. Pour arrêter le programme, on l'a déjà vu, donc c'est le numéro de la fonction 4C, le AL mis à 0 et appeler l'interruption 21. Donc ça, c'est pas obligatoire. Hein. Donc ce qui nous intéresse, c'est tout simplement le AH qui doit contenir le 4C. Pour lire l'heure courante, donc on a le 2C, et cette heure, donc il est récupéré au niveau de CH, CL et DH. CH, donc il contient l'heure, CL, donc il contient les minutes, et DH, il contient les secondes. Pour lire la date, donc on appelle de A, la fonction de A, et comme ça, donc le AL, donc il contient le jour de la semaine, bien sûr codé, à partir de 0, le dimanche, et CX, donc il contient l'année, et le DH, c'est le mois, le DL, c'est le jour. Voilà, donc ça, c'est la fin de cette partie, la fin de notre cours.